Maud Bréjon, bonjour, bienvenue. Joyeuse Bonjour. ambiance, vous le voyez Oui. ce matin. Alors, revenons quand même sur Terre avec le président de la République qui est en Haute-Vienne aujourd'hui. Et lui, il va passer par un endroit où les souvenirs sont plus douloureux. Il va aller à Oradour-sur-Glane. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est important en ce moment dans cette campagne ? C'est absolument nécessaire, ça fait partie de la mémoire de la France. Le président l'a toujours honoré depuis le début du quinquennat. On voit aussi la montée d'actes antisémites depuis quelques années, donc je pense que ça contribue à lutter contre ça. Il s'agit aussi de répondre à Éric Zemmour et à tous ses propos sur le maréchal Pétain, à toute cette instrumentalisation de l'histoire. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de répondre à Éric Zemmour quand on confond le général de Gaulle et Pétain. On n'a pas le goût de l'histoire, vous voyez. Hier, le président, qui était dans la Creuse, a été interpellé sur la ruralité. Quelques manifestants étaient là. L'agriculture se meurt à petit feu, a-t-on entendu. C'est vrai qu'on a l'impression que ce bilan de gouvernement est assez faible sur la ruralité. L'économie agricole a été traitée, mais la vie dans la ruralité profonde. Je crois pas. Le président, il a toujours été sur le terrain, effectivement, et la France, elle est plurielle de ses territoires, avec des enjeux, avec des problématiques qui sont différents. C'est ce qu'il est venu rappeler hier, et il est venu aussi y répondre. On parle, par exemple, des problèmes d'accès à la santé, des déserts médicaux. Dans le département de la Creuse, c'est 11 maisons de santé qui ont ouvert. Et aujourd'hui, il sera, par exemple, en Haute-Vienne, je crois, pour parler de l'accès aux services publics de proximité. C'est plus de 2000 maisons France Service qui ont ouvert. L'objectif du chef de l'État, c'est de ramener le service public, particulièrement dans ces territoires, au plus proche des citoyens, de façon à ce qu'il soit accessible à moins de 30 minutes de chez soi. Donc on a répondu à ça, on l'a fait aussi sur le revenu des agriculteurs avec la loi Egalim 2, pour s'armer davantage dans cette lutte sur les prix face à la grande distribution. Donc c'est un bilan qu'on évoque peut-être pas assez dans les médias, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de temps médiatique pour en parler, mais un bilan qu'on est fier de porter. Et Valérie Pécresse fait une promesse. Si elle est élue présidente, chaque fois qu'elle dépensera 1 euro dans la politique de la ville, elle dépensera 1 euro dans la politique de la ruralité. La République En Marche serait prête à porter ce même engagement ? Valérie Pécresse préfère des promesses. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, dépenser 1 euro dans la ruralité et 1 euro dans la ville concrètement. Je crois qu'il faut répondre à des problèmes qui sont extrêmement concrets. Quand le président de la République répond aux problèmes de désertification médicale, c'est extrêmement concret. Quand il répond aux problèmes d'accès aux services publics, c'est extrêmement concret. Je crois qu'il faut pas avoir uniquement une logique comptable des choses. Alors il y a une question à laquelle il n'a pas répondu hier, c'est est-ce qu'il est ou non candidat ? Personne n'en doute, c'est le quand et le comment. Alors le quand pour vous, c'est quand le moment idéal ? Ça, c'est à lui de le dire. Mais pour vous qui êtes sur le terrain, parce qu'il faut l'animer, la non-campagne pour l'instant. Écoutez, le premier tour est dans quoi ? Environ 11 semaines. Donc ce sera forcément avant, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça sera même avant la fin février, parce qu'il faut récolter quand même les 500 signatures. Tiens, le salon d'agriculture qui aura lieu d'ici là, ça peut être un bon moment aussi. Ça peut être un bon moment, encore une fois, c'est à lui de le dire. Richard Ferrand disait dans les lignes de vos confrères du Parisien, je crois, dimanche, qu'il y avait peu de doutes sur sa candidature et qu'au fond, c'était avant tout une question médiatique, le quoi et le comment. Et vous, pendant ce temps-là, vous boxez dans le vide ? Non, parce que on a un bilan, 5 ans d'action à défendre, les résultats sur l'économie avec un chômage au plus bas depuis 10 ans, les résultats sur la sécurité avec 10 000 forces de l'ordre supplémentaires. Mais on a évoqué la qu'on a envie ruralité. d'entendre maintenant. Mais je crois que ça s'inscrira de toute façon dans cette continuité-là. Et puis le président a déjà commencé à esquisser un certain nombre de projets, de visions. Par exemple, France 2030, investir dans les voitures électriques, investir dans l'avion bas carbone, investir dans le nucléaire. Ça fait partie d'une vision pour l'industrie. Et donc on continuera à le faire. Il l'a fait aussi en présentant à Nice la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui vise à réformer la police, à mettre davantage de bleu sur le terrain. Et donc voilà, je pense qu'il aura l'occasion, j'en doute pas en tout cas, de continuer à affiner cette vision pour les Français. On entend beaucoup qu'il pourrait être candidat comme ça, au détour d'une phrase, interpellé par quelqu'un dans la rue, sans mise en scène. Ça vous semble moderne ou risqué ? Parce qu'il faut pas se louper dans la présentation d'une candidature. Je crois que ce n'est pas un secret, cette candidature. Personne n'en doute. Donc le reste est c'est une logique de forme, si vous voulez. Je ne sais pas s'il y a grand intérêt à faire une déclaration extrêmement solennelle. Et puis je vois que le président de la République a toujours été sur le terrain, qu'il aime être au contact des Français. Et donc ce serait peut-être assez logique qu'il le fasse comme ça. Maintenant, ça reste son choix et je n'ai aucune idée de la forme. Il y a néanmoins une question démocratique qui va se poser. Entre les deux tours, le débat des deux candidats finalistes, c'est un rituel républicain. Mais avant le premier tour, est-ce que le président de la République, en exercice mais candidat, devra se prêter à un débat avec tous les autres candidats ? Ce débat-là, du premier tour, il y en a eu un en 2017. Il n'y avait pas de président sortant, puisque Hollande ne se représentait pas. Il n'y en a pas eu en 2012, il n'y en a pas eu en 2007. C'est pas pour moi un exercice absolument nécessaire, si c'est pour avoir 10 candidats qui tentent de canarder le président de la République pendant
pendant 1h30, je vois pas l'avantage. Ça serait un traquenard, quoi. Et de plus, je pense qu'il y a beaucoup d'autres façons de débattre. Par exemple, je constate que les débats entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas eu lieu. Les candidats n'ont pas voulu le faire. Il y a, à mon avis, bien d'autres façons, peut-être plus modernes et plus proches des gens que de faire exister le débat et la politique. Chacun ses meetings, chacun ses messages, et c'est comme ça que le débat s'organise. En tout cas, ça peut avoir lieu comme ça. Votre vision de la France électorale aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, c'est Macron contre les extrémismes ou bien Macron-Pécresse, c'est-à-dire deux solutions républicaines avec des choix opposés? Pour moi, il y a aujourd'hui deux offres politiques qui sont clairement identifiées et identifiables. D'un côté, une droite extrême, identitaire, avec une vision extrêmement passéiste que moi je trouve inquiétante, qui ne cesse d'ajouter de l'hystérie au débat. Donc on a Marine Le Pen, derrière laquelle court Éric Zemmour, derrière lequel court Éric Ciotti, derrière lequel court Valérie Pécresse. Ah, vous rattachez Ciotti et Pécresse à ce combat-là. Éric Ciotti refusait de choisir entre Zemmour et Macron sur un éventuel second tour. Oui, ça m'inquiète quand j'entends Éric Ciotti dire que la seule chose qui le différencie du Rassemblement national, c'est le mode de gouvernance et qu'il souhaite un Guantanamo à la française. Je ne vois pas bien où est la différence. Et puis de l'autre côté, évidemment, la famille politique à laquelle on appartient, qui croit en l'Europe, qui se réjouit des résultats économiques du président de la République, qui au fond a les yeux tournés vers l'avenir, fait confiance en l'avenir et fait confiance au président de la République pour que la France réussisse. Et sur cette ligne électorale-là, sur cette ligne politique, un Jadot n'est pas si éloigné de vous? Yannick Jadot, il a sur l'écologie, pour moi, une vision extrêmement clivante. J'entends que c'est son cheval de bataille et je partage l'idée que la lutte contre le réchauffement climatique est une des luttes absolument prioritaires du 21e siècle. Pour autant, on peut pas le faire au détriment du niveau de vie des gens, on peut pas le faire au détriment de la qualité de vie. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'il propose. C'est quelque chose d'extrêmement clivant qui, moi, me convient pas. Selon un sondage Odoxa pour la chaîne parlementaire, Édouard Philippe ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron. Les 2/3 des Français sont clairs. Alors, est-ce que vous souhaitez un changement de candidat? Non, je souhaite absolument pas un changement de candidat. Je pense que il y a pas de comparaison possible. Édouard Philippe n'est plus au gouvernement depuis, je crois, environ 2 ans maintenant. Il n'est pas candidat. Et donc, la vision portée par les Français est forcément différente. Maintenant, je suis très heureuse qu'il soit au sein de notre majorité. Il a été Premier ministre. Emmanuel Macron l'a nommé en 2017. Il est, comme il le dit, loyal mais libre. C'est une voix singulière au sein de la majorité qui a toute sa place. Et je suis très heureuse qu'il soutienne le président de la République comme bon nombre d'anciens membres de cette famille qu'étaient les Républicains. C'est des gens dont on a besoin, au même titre que Bruno Le Maire, que Gérald Darmanin, et qui apportent à notre majorité au quotidien. Mais Le Maire, Darmanin, ils seront dans la campagne. On a l'impression qu'Édouard Philippe boude. Comment l'associer à la campagne? Oh, je pense pas qu'Édouard Philippe boude. Il s'associera le moment venu, comme il le souhaitera. Et en revanche, il a dit à plusieurs reprises qu'il soutenait le président de la République. Je vois qu'il est sur le terrain. Vous n'avez pas de doute sur sa loyauté, hein? J'ai aucun doute sur sa loyauté. Je vois qu'il fédère des maires qui eux-mêmes soutiennent le président de la République et c'est une très bonne chose. C'est l'homme fort du parti, c'est l'homme fort de votre famille en ce moment derrière le président. L'homme fort de notre famille, c'est le président de la République. C'est à cause de l'école que la vague Omicron est si haute en France. C'est ce que disent de nombreux scientifiques. Est-ce qu'il faut fermer les écoles? Non, il ne faut pas fermer les écoles. L'intérêt pédagogique, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est absolument nécessaire. Je crois que nos enfants ne doivent pas être une variable d'ajustement. Je comprends tout à fait la difficulté pour les enseignants, pour les parents d'élèves, pour les directeurs d'école, les chefs d'établissement de faire appliquer ces protocoles qui effectivement ont évolué, fonction d'une situation sanitaire qui a elle-même évolué. Mais on a besoin de s'adapter tous ensemble, de faire, je crois, cet effort-là, parce que, encore une fois, les enfants ne doivent pas être les sacrifiés de la crise sanitaire. Le gouvernement n'est-il pas allé trop vite en annonçant des allègements de contraintes pour le début février, alors qu'on est toujours à 300-400 000 contaminés par jour? On a d'abord annoncé la mise en place du pass vaccinal. Ce pass vaccinal, c'est justement la garantie d'avancer. C'est ce qui nous permettra de lever petit à petit les restrictions restantes. Je crois aussi que les Français, après plus de 2 ans de crise, ont besoin de perspectives. On est tous là, assez fatigués de ce qu'on a vécu. Et donc, donner ces perspectives-là, ça me semble essentiel. Je rappelle que c'est des perspectives qui doivent être confirmées en fonction de la situation sanitaire et qui toujours se basent sur ce qu'on constate, sur des faits et sur ce que nous disent les médecins. Mais malgré l'arrivée de ce pass vaccinal, les candidats à la vaccination, ça fléchit, comme si les gens se disaient, de toute façon, on va sortir de l'épidémie, c'est plus
peine de se faire vacciner. Et c'est justement parce qu'il y a ce pass vaccinal-là qu'on garantira que l'immense majorité de la population ait bien eu ses deuxième et puis sa troisième dose. Ça permet de réduire les contaminations et puis de réduire les formes graves. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a des soignants qui se battent depuis 2 ans, il y a l'hôpital, et que c'est aussi eux qu'on doit se protéger en vaccinant. Vous avez une alliée depuis hier sur la vaccination, c'est Christiane Taubira. Elle est même pour la vaccination c'est pas obligatoire. C'est pas trop tôt, c'est votre réponse. C'est pas trop tôt. Elle a flotté. J'aurais bien aimé entendre Christiane Taubira prendre clairement position lorsque ça flambait dans les Antilles, lorsque les hôpitaux là-bas étaient complètement surchargée. On ne l'a pas entendue. Elle a eu des discours très ambigus sur cette question de la vaccination pendant longtemps. Donc maintenant qu'elle est candidate à la présidentielle ou tout du moins à la primaire populaire, elle s'affirme en faveur de la vaccination. Formidable, j'en suis ravie, avec 6 mois de retard. Cette pagaille à gauche, cette compétition un peu cannibale à gauche, ça fait votre affaire ou vous vous dites que dans ce pays, il manque une gauche républicaine ? Je pense qu'il manque probablement une gauche républicaine. Quoique finalement, si on regarde bien, cette gauche républicaine, elle est en partie aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Je vois au gouvernement des gens qui viennent de la gauche, Gabriel Attal, Olivier Véran, Elisabeth Borne, et un certain nombre de parlementaires. Encore une fois, cette gauche raisonnable, comme cette droite raisonnable, je crois, en vocation à se réunir au profit de l'intérêt général autour du président de la République. Un tout dernier mot sur la tension en Ukraine. Les États-Unis regroupent 8500 soldats pour renforcer les troupes de l'OTAN. Que doit faire la France ? Il faut être derrière Washington dans cette affaire ? En tout cas, il faut avoir une position extrêmement ferme à l'encontre de la Russie. L'Ukraine fait partie de l'Union européenne. Non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Ukraine fait partie de l'Europe. Et on a vocation, je crois, à être extrêmement ferme dans ce bras de fer. C'est ce qu'il faudra dire à Poutine. Macron va parler à Poutine, il faut lui dire ça. Je crois, oui, en tout cas, qu'il faut défendre ces intérêts-là et ne pas laisser la Russie envahir l'Ukraine, si jamais c'est ce qu'elle compte faire dans quelques semaines. Maude Bréjon, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci Christophe Barbier. Demain, votre invité politique sera Brice Hortefeux, député européen LR et ancien ministre. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.